Bonjour, bienvenue à tous. Donc, on va commencer cette table ronde. On a perdu le... Non, là, sur les techno-utopies et autres métavers. Alors, l'utopie technologique, telle que moi je l'entends, c'est fondé sur l'idée que le progrès de la science et de la technologie peuvent et doivent déboucher sur une réalité idéale. Et la techno-utopie a eu ses heures de gloire au 19e, à la fin du 20e. Et alors aujourd'hui, la technologie est plus volontiers associée aux dystopies, mais donc on va voir avec nos intervenants qu'on peut en faire aussi des utopies et quelles utopies. Alors avant de commencer, je vais vous présenter les intervenants. Donc nous avons Sarah Doak, qui a de multiples casquettes puisqu'elle est à la fois traductrice, chroniqueuse, journaliste et autrice. Elle a notamment publié Technophérie au mouton électrique et a traduit de nombreux ouvrages de Paolo Bacigalupi dans la mouvance biopunk. Et arrêtez-moi quand je dis des bêtises. Ensuite, nous avons Jean-Claude Duniac, qui lui aussi a de nombreuses casquettes, puisqu'il a été ingénieur chez Airbus, directeur de collection, chroniqueur, parolier, anthologiste et auteur de science-fiction depuis les années 80, pour lequel il a reçu de nombreux prix. Et enfin, nous avons Nicolas Roussel, qui est directeur de recherche et directeur du centre INRIA de l'Université de Bordeaux. Et son domaine de recherche est l'interaction homme-machine, avec notamment les systèmes apprenants et autonomes. Et il a récemment écrit un article de vulgarisation sur les univers virtuels, donc qui est dans The Conversation. Et je vous propose de commencer par peut-être une rapide présentation de ces univers virtuels, si tu veux bien, Nicolas. Merci. Bonjour. Alors oui, donc sous le terme métavers, en fait, qu'est-ce qu'on regroupe aujourd'hui? Alors on regroupe, c'est un concept, on va commencer par dire ça, c'est un concept derrière lequel se cache une réalisation informatique, donc du logiciel, éventuellement du matériel, qui permet de mettre en œuvre un univers. Donc c'est quoi un univers virtuel? C'est des paysages, des décors, des objets, des personnages animés qui peuvent être autonomes, donc avec un comportement propre, ou contrôlés depuis le monde réel. Et dans ce cas-là, on parle plutôt d'avatar. Et donc ça, c'est les éléments de base, on va dire. Ces éléments de base peuvent être utilisés pour reproduire des choses qui existent. Bon, typiquement, on pourrait reproduire la ville de Mérignac dans un univers virtuel. Ça peut être utilisé pour matérialiser des choses abstraites qui n'ont pas d'existence dans le monde réel. Donc dans la littérature cyberpunk, il y a quelques années, on imaginait des représentations, par exemple, virtuelles d'interconnexion de réseaux ou de bases de données ou de choses comme ça. Donc des choses qui n'existent pas dans le monde réel, mais qu'on pourrait visualiser d'une certaine manière. Et puis ça peut servir aussi à créer des choses qui n'existent pas du tout, donc ni de manière abstraite ni de manière concrète. Après, les lois de cet univers peuvent être les mêmes que dans notre univers réel ou pas. Donc si on reproduit la ville de Mérignac, on pourrait imaginer que dans cette ville virtuelle de Mérignac, les gens puissent voler et pas seulement se déplacer à pied, par exemple. Et puis donc derrière, l'idée c'est que ces univers peuvent être visités, habités, peuplés par des multitudes de personnes en même temps, dans lesquelles elles vont pouvoir interagir entre elles et puis avec les objets, au moyen de dispositifs du monde réel. Donc ça peut être un écran tactile, ça peut être un casque de réalité virtuelle, ça peut être toute une batterie de technologies. Et avoir ensemble, dans cet environnement virtuel, toute une série d'activités, donc des loisirs, du travail, enfin tout ce que vous voulez. Avec l'idée aussi que ce monde persiste dans le temps et que donc quand vous y êtes, vous pouvez interagir avec plein de trucs, des personnes du monde réel ou des choses complètement virtuelles. Et puis si vous quittez le monde et que vous revenez 3 jours après, le monde, lui, il a continué de vivre pendant ce temps-là, et donc vous n'allez pas le retrouver dans le même état que le point de départ. Donc donc ça c'est un concept très général. Les sources de ce concept sont multiples et la science-fiction est une source importante d'inspiration de cette chose-là. Après, pourquoi aujourd'hui plein de gens parlent de ça, c'est un deuxième sujet, donc on pourra peut-être parler après, mais je vais peut-être m'arrêter là pour le moment. Vous voulez réagir ou non? Ça vous paraît bien comme... Oui, moi ça me paraît une excellente introduction. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sarah, mais c'est... Je voudrais juste ajouter que c'est un concept qui existe depuis très longtemps, qu'on a eu une espèce de jeu de réalité virtuelle qui s'appelait Second Life, ouais, qui reprenait le même genre de fonctionnement, qui a été, je crois, un des premiers projets en ce sens, et que le plasticien Yan Min a fait énormément de travail, à la fois de recherche,
mais aussi de création par rapport à ce genre d'univers virtuel. Oui, pour se rappeler aussi de ça, il faut savoir que depuis des années, la puissance disponible informatique, je crois que c'est toujours la loi de Moore qui s'applique, on est toujours en double tous les 18 mois, un truc comme ça. Oui, enfin, on va dire, ça s'arrêtera peut-être un jour, mais disons, Ça s'arrête pour l'instant, c'est pas le problème. Pour l'instant, c'est pas le problème. Donc la puissance devient de plus en plus, il y a de plus en plus de puissance, donc il y a la possibilité d'accueillir de plus en plus de gens. Il y a un raffinement de plus en plus élevé sur les décors, sur la qualité d'interaction, etc. Il y a une possibilité assez phénoménal que les gens ont vraiment intégré dans Second Life et qu'on voit apparaître, c'est que vous pouvez choisir d'être ce que vous voulez dans un univers virtuel, d'être une représentation, vous n'êtes même pas obligé d'être une représentation humaine. D'abord, vous pouvez facilement changer de sexe, changer d'allure, changer de couleur de peau, changer ce que vous voulez, mais vous pouvez parfaitement être autre chose. Si vous voulez être, je sais pas, une voiture, vous pouvez être une voiture. Ça pose strictement aucun problème. Si vous voulez être un dragon, vous pouvez être un dragon. Et vous pouvez parfaitement imaginer des univers dans lesquels les lois habituelles, la pesanteur, etc., ne s'appliquent pas ou ne s'appliquent différemment. Voilà. Donc, on est dans un univers de liberté théorique absolue, qui ne sont contraints que par les règles d'informatique sur place. Et justement, ça permet aux gens de s'évader de ce qu'ils sont. La question étant, combien de temps on y passe et quelle fracture ça va gérer par rapport à ceux qui n'y sont pas. Alors c'était d'ailleurs une des premières questions par rapport à dans ce qu'on appelle la fracture numérique et la question, donc, si on imagine un univers virtuel, qui y aura accès, et est-ce qu'on peut effectivement, si on revient cette fois au thème de l'utopie, donc même l'utopie originelle, celle de Thomas More, où tout se passait bien, mais il y avait aussi les esclaves, donc est-ce qu'on peut imaginer cette utopie qui serait restreinte à une partie de la population et l'autre n'y aurait pas accès? Est-ce que c'est envisageable, souhaitable, déjà le cas? Alors, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que je commence à répondre parce que je vais inverser je pense que je vais inverser la question ou la proposition, parce que donc se poser la question de la fracture, donc si on inverse, c'est plutôt se poser la question de en quoi ce type de technologie pourrait nous aider à combler une fracture, par exemple. Et c'est pas délirant comme idée, parce que si on revient, là on est en 2022, donc on revient 2 ans en arrière, au premier confinement, on était quand même très content d'avoir Internet, la visioconférence, etc. Et pour autant, on parle depuis très longtemps de fracture numérique. Et il y a un vrai problème d'accès de tout un tas de membres de la population à des services numériques. Mais n'empêche que pendant les divers confinements qu'on a vécus, on était très content d'avoir cette techno-là. Et donc si je regarde l'évolution du monde réel, telle qu'elle se présente depuis quelques années, là, entre les pandémies, les feux de forêt, les risques climatiques, etc., et que je me projette un petit peu loin, mais pas forcément très très loin, 5, 10, 15, 20 ans, donc on peut se poser la question de si demain un ou des métavers existent, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui seront laissés sur le côté? Mais on peut aussi s'interroger sur, mais peut-être que le monde réel sera devenu tellement difficile à vivre, qu'on sera bien content d'avoir des univers virtuels pour retrouver une certaine sociabilité, des activités qui nous mettent en relation avec d'autres, un moyen de générer des revenus ou je ne sais quoi. Et donc je pense que la question n'est pas si simple que ça. On peut se poser la question de la fracture, mais il faut mettre en face ce qu'on peut gagner aussi avec ça. Je vais retourner en 2012 avec la loi sur la numérisation des œuvres indisponibles, qui a posé la question de la numérisation de la littérature de science-fiction, et qui a démontré la fracture du nombre de personnes qui n'étaient pas au courant de l'existence de ces bases de données et qui n'avaient aucun moyen d'y avoir accès. Et je voulais aussi citer la fameuse phrase de William Gibson: « Le futur est déjà là, mais il est juste très mal distribué. » Parce que là, nous parlons, oui, de nos smartphones, de nos visioconférences, etc., etc. Mais nous parlons de notre partie du monde. Qu'en est-il du reste? Qu'en est-il du reste du monde, de ces gens qui, en fait, fabriquent, minent, travaillent pour nous fournir cette technologie? Est-ce qu'on peut penser à un accès à ces métavers pour le monde entier?
est-ce qu'on peut distribuer ce futur de manière plus égalitaire? Voilà, tu soulèves une excellente question, Sarah, parce que il y a deux aspects, évidemment. Le premier aspect, c'est technologiquement, peut-on amener la fibre, je schématise, dans tous les foyers à travers l'humanité. Bon, c'est théoriquement possible, en particulier avec les satellites en ce moment. Il faut savoir que, par exemple, les satellites ont permis à l'Afrique d'avoir des téléphones, parce qu'ils ont fait, entre guillemets, l'économie, un certain nombre de pays, du téléphone filaire. Simplement, grâce aux satellites, ils ont le téléphone portable, Internet classique, quoi, si je puis dire. Donc, ça a permis ça. Donc, techniquement, ce n'est pas du tout impossible. Par contre, préparer philosophiquement l'idée qu'il existe un univers virtuel, qu'on y bascule de façon, qu'on interagit avec lui d'une certaine façon, ça c'est toute une éducation, et une éducation qu'il nous a fallu des années pour obtenir. Moi, je suis un vieux con, j'ai 65 ans, enfin j'étais un jeune con, mais j'ai vieilli, ce qui est quand même classique. Mais mes enfants qui ont vécu ça, qui ont entre 35 et 40 ans maintenant, sont beaucoup plus à l'aise que moi avec cette idée-là, alors que je suis tombé dans les ordinateurs tout petit. Vraiment, j'ai été un des premiers à avoir un ordinateur portable dans ma ville. Et ben, malgré tout, il existe énormément de gens qui ne comprennent pas ce que c'est. J'étais en Australie il n'y a pas très longtemps, je suis allé discuter avec des aborigènes, et qui étaient des aborigènes cultivés, qui parlaient donc l'anglais, qui n'étaient pas une partie des aborigènes qu'on voit, qui vraiment, avec qui on ne sait pas interagir. Enfin, moi, j'en étais pas capable, je ne le savais pas. Et c'est des gens qui vous expliquent que rien dans leur apprentissage, rien dans leur vie ne les prépare à l'idée de se mettre dans un univers virtuel pour discuter avec des gens qui ne sont pas là. Je ne dirais pas que c'est presque contre nature. Pour eux, c'est que ça n'existe pas. Tout simplement. Donc, ce travail, c'est pas seulement une réponse technique, c'est pas seulement la fibre doit être là, c'est est-ce que la mentalité de la population est prête à ça? Vous discutez avec des Chinois qui vous expliquent qu'ils sont des Chinois ou des Japonais qui sont extrêmement contraints par des aspects de civilisation. Donc, s'ils y vont, vont-ils prendre des initiatives? Vous voyez, parce que c'est une démarche qu'on ne leur a pas apprise. Donc il y a tout un apprentissage qui se fait, et un apprentissage, je suis désolé, il faut au moins une génération. Et une génération avec la génération précédente qui décide collectivement de faire cet apprentissage. C'est pas gagné. Il y a une excellente série de Tad Williams qui s'appelle Otherworld, dans laquelle justement il y a le personnage d'un bushman qui demande à apprendre le métavers, à apprendre les mondes virtuels, venant d'une culture où ça ne peut pas exister, où c'est totalement contraire à ses croyances. Et ce sont des romans qui sont très intéressants sur ce sujet-là. Ouais, alors, bon, moi je suis l'informaticien de service, donc... mais je voudrais pas donner l'impression que je suis un techno-solutionniste qui veut absolument mettre du numérique partout. C'est pas du tout le cas. Nicolas a expliqué tout à l'heure que moi, mon domaine de recherche, c'est l'interaction humain-machine. Moi, mon point de départ, c'est comprendre ce que les gens veulent, de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont envie, et ensuite regarder si on peut produire une technologie numérique qui les aide à atteindre leurs objectifs, d'accord. Donc je suis pas celui qui vient avec un outil numérique et qui essaye absolument de le fourguer à la terre entière. C'est plutôt s'intéresser aux gens, aux besoins, aux envies, et ensuite voir si on peut fournir des solutions. Et si on peut pas, ou si les solutions sont pas numériques, c'est pas un problème. Donc je dis ça parce que c'est important, parce que le deuxième point important, c'est que de toute façon, le numérique, c'est une création humaine. Et donc, c'est pas quelque chose qui pousse dans le sol ou qui tombe du ciel, d'accord? C'est quelque chose qu'on invente. Et donc, chaque fois qu'on me dit la population n'est pas prête, la population ne saura pas s'en servir, en fait, c'est pas ça. C'est juste on n'a pas conçu le bon outil, et peut-être que le bon outil, c'était pas un outil numérique. Mais c'est un vrai sujet en soi de se demander qui conçoit les technos qu'on utilise au quotidien, et est-ce qu'elles ont été conçues pour les gens qui les utilisent. Si c'était le cas, on aurait sans doute moins de problèmes, et moins de problèmes d'accès à tout un tas de services. Et après, le thème, là, quand même, c'était techno-utopie. Donc, moi, encore une fois, j'essaye pas de pousser la techno, mais enfin, si on me dit il faut réfléchir à des utopies dans lesquelles il y a de la techno, essayons de faire l'exercice. Et on voit bien là que c'est pas facile, parce que tout de suite, on a des différences de culture, on a des différences d'éducation, on a des différences de besoins qui font que ça va pas être évident d'imaginer une technologie, quelle qu'elle soit, qui répondra aux besoins de l'intégralité de la population. Mais c'est peut-être un objectif trop ambitieux. Il faut peut-être déjà se concentrer sur certaines populations, à commencer par celles qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire nous, et puis de réfléchir à de quoi on aurait besoin, envie dans le futur, et en quoi la techno peut nous aider.
faut juste pas oublier une chose, hein, c'est que la réalité, c'est une construction culturelle. La réalité dans l'absolu, ça n'existe pas. La réalité, c'est ce que vous avez décidé de considérer comme tel. Et ça, pour une population comme la nôtre, nord-occidentale, élevée d'une certaine façon, etc., il y a des choses évidentes et il y a des œillères. Et vous me passez dans un autre hémisphère, dans un autre type de pays, avec un autre type de civilisation, vous avez une réalité qui, que vous le vouliez non, est complètement différente. Et parler du numérique, parler d'un univers virtuel, etc., c'est une chose qui pour nous est naturelle. Pour nos enfants, c'est parfaitement naturel, c'est évident. Puisqu'ils voient des objets virtuels, que ce soit des films, des jeux vidéo, etc., ils sont immergés dedans depuis le tout début, donc c'est normal. Mais pour des populations entières, ça ne fait simplement pas partie de l'expérience. Ça ne fait pas partie de ce qu'ils savent. Et par rapport à ces gens-là, franchir cette faille, c'est aussi de poser la question en disant, est-ce que c'est moi qui ai raison ? Est-ce que l'idée d'un univers virtuel pour compléter un univers réel est une si bonne idée que ça ? La dernière chose que je voulais dire, justement, dans la fracture numérique, dans les obstacles à l'utopie, il y a l'addiction. Il y a, dont Roland Wagner a très très bien parlé d'ailleurs dans certains de ses romans, l'addiction au monde virtuel, l'addiction au jeu, l'addiction à une réalité qui n'est pas la nôtre. Est-ce que ce n'est pas aussi un danger de se perdre dans une autre réalité pour échapper à la nôtre ? C'est clair, mais encore une fois, là, on est plus sur un mode dystopique, je trouve, dans notre discussion, que de réfléchir à des choses positives. Je disais que c'était justement, je voulais juste ajouter un dernier obstacle. Parce que, alors, donc pour mettre un dernier point négatif, donc j'ai dit le numérique, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on invente, et le fait que ça soit quelque chose qu'on invente, c'est quelque chose aussi qui sera jamais à l'identique au fil des années. Donc vous avez des gens qui étaient très à l'aise avec l'informatique dans les années 1960, mon père par exemple, et puis qui, ces derniers temps, étaient incapables d'utiliser un smartphone. D'accord ? Donc le fait, quand nous on dit je maîtrise parfaitement l'outil informatique d'aujourd'hui, ça dit rien de ma capacité dans 30 ans à comprendre ce que sera l'informatique de ce moment-là, et quand mes enfants aujourd'hui maîtrisent bien un certain nombre d'outils, ça dit rien non plus de leur capacité dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est pas comme faire du vélo, ou quand vous avez appris à faire du vélo, la gravité changeant pas trop au fil du temps, et puis le principe mécanique du vélo non plus, bon, bah, vous avez appris à faire du vélo à 14 ans, ça marche toujours à 70 ans. Non, je vais modérer un peu. Non, juste pour, toujours sur le même sujet. Alors peut-être ça va apporter encore plus de confusion. Donc on pourrait penser à la convergence des technologies. Alors je pense notamment à l'IA. Donc vous savez, aujourd'hui, on peut avoir des IA qui vous font la conversation. Et c'est criant de vérité. On peut même discuter de philosophie avec ces IA. Et c'est assez troublant. Donc on pourrait imaginer des univers virtuels qui sont en fait peuplés d'IA, et on serait au final le seul humain. Donc on aurait nos utopies personnelles. Et c'est une question qui peut paraître un peu bizarre, mais il y a des gens aujourd'hui très sérieusement qui disent que nous vivons déjà aujourd'hui, nous tous, dans une simulation. Mais ça veut dire qu'on pourrait, donc pour revenir sur l'utopie, je pourrais créer ces mondes virtuels et faire mon utopie personnelle, en étant en contact avec personne. Mais absolument, c'est quelque chose qui existe, dont le terme est connu, ça s'appelle un univers solipsiste. Et c'est un univers, c'est l'univers dans lequel nous vivons, d'ailleurs, dans lequel je suis la seule personne réelle. Vous êtes tous des intelligences artificielles construites pour me servir. C'est ça, cet univers-là. Sauf qu'il y a un certain nombre de gens qui sont persuadés que c'est le cas. En général, ils sont dans des asiles, mais ça fait partie des choses. C'est un symptôme qui est très connu. C'est connu depuis, je crois, le terme a été employé au XVIIe ou XVIIIe siècle, c'est vous dire à quel point ça remonte. La grande difficulté, c'est de croire que les autres sont réels. C'est réellement ça, c'est véritablement une question. C'est une question qui hante le monde depuis le début. Est-ce que les autres sont comme moi ? Vous savez, vraiment, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils ont la même intelligence que moi ? Est-ce que vous tous qui êtes là, vous seriez capables d'être à ma place ici et de faire ça ? Est-ce que vous n'êtes pas que des produits de mon imagination qui me permettent de passer ma vie tranquillement ? Ça, c'est une chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces univers effectivement virtuels permettent parfaitement de créer un univers dans lequel on est
la seule personne incarnée par un avatar, toutes les autres étant des intelligences artificielles. Si on a envie de voir personne, moi j'ai offert il n'y a pas si longtemps que ça à ma fille cadette un t-shirt qui dit « Je déteste les gens du matin, je déteste le matin et puis je déteste les gens ». Eh ben, c'est ce genre de personne, si vous voulez. Donc, un univers dans lequel elle aurait 3-4 potes et puis tout le reste des intelligences artificielles qui feraient ce qu'elle lui dirait, serait un univers dans lequel je pense qu'elle passerait énormément de temps, par pure gourmandise, quoi. Une utopie personnelle, en quelque sorte. Ah, exactement, c'est tout à fait ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a, on a la possibilité de créer ça. Alors qu'on vous dit, justement, ce genre de multivers, ce genre de métavers favorise les interactions, la réponse c'est pas vrai. Pour un certain nombre de gens, ça va favoriser le fait que je serai entouré d'esclaves numériques qui feront ce que je leur dirai. Imaginez, c'est une chose qu'on imagine assez souvent, imaginez vous avez des trolls, vous savez, qui balancent des méchancetés sur tout un tas de gens. Imaginez qu'on leur colle un métavers dans lequel vous avez des intelligences artificielles qui souffriraient des méchancetés qu'ils racontent, qui feraient des trucs un peu provoques, et eux balanceraient des saloperies comme ils font en ce moment, et puis l'intelligence dirait oui mais pourquoi faites-vous ça, etc. Et ils diraient ah tout va bien. Ils feraient de mal à personne. Ils seraient dans leur univers, on leur foutrait une paix absolument royale, et pendant ce temps-là, nous les gens gentils, on pourrait vivre tout à fait normalement sans être emmerdés par ces gens-là. Ce serait une chose tout à fait formidable. Si on arrive à créer cet univers-là, moi je vis ça très bien. Il faut savoir aussi que pour avoir travaillé dans Airbus pendant une quarantaine d'années, j'ai vu vraiment le moment où on est passé des réunions de travail réelles avec des gens aux réunions virtuelles. Et on a commencé à se poser la question de est-ce qu'on peut tout faire en virtuel ? Parce que c'est vrai qu'on a les outils. On peut recroiser les personnes, on peut travailler, on travaille sur le document partagé, on a l'impression d'avancer. Sauf qu'on s'est aperçu, alors c'est une règle, ce qu'on appelle la Vistodénas, une règle empirique, c'est qu'en fait, il faut faire une réunion sur 4 en physique. Pourquoi ? Parce que beaucoup de choses se résolvent à la pause café, où on est tous autour de la machine en train de discuter de notre problème et on dit, est-ce qu'on pourrait essayer ça ? Ce qu'on ne fera jamais dans une réunion virtuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? On se renifle un peu sous les aisselles. Enfin, je dis ça. Non, mais ça, cet aspect, nous sommes quand même des individus avec une organicité réelle et ça intervient dans notre vie. Donc, ok pour faire de plus en plus du virtuel, mais de temps en temps, il faut sortir de chez soi. Moi, je n'imagine pas rencontrer mon épouse et mes enfants dans un univers virtuel tous les matins. Je les retrouve au petit déjeuner, dans l'état où ils sont, et c'est comme ça que j'interagis avec eux, vous voyez. Mais dans notre société à nous, dans la manière dont nous vivons, eh bien, cette interaction-là, qui a l'avantage d'être écologiquement beaucoup plus neutre que le fait de se déplacer d'un endroit à l'autre, d'être simple et d'être immédiatement possible, eh bien, c'est quelque chose qui, par son confort, par sa facilité, va gagner de l'importance. Mais après, que deviendrons-nous ? Et puis, il y a des questions qui se posent, on en viendra plus tard. Alors, c'est riche comme intervention. Bon, moi, ça me fait penser à deux, trois choses. D'abord, en fait, je pense qu'il faut avoir une vision très large, à la fois de la technique et du monde réel. Donc, dire je préfère voir les gens en présentiel, oui, moi aussi, je préfère voir les gens en présentiel. Mais dans quelle mesure, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tout ce que je fais aujourd'hui en présentiel sera toujours possible, d'accord ? Si le climat évolue de manière catastrophique et qu'il fait 60 degrés à Bordeaux l'été, je ne vais pas avoir très envie de sortir m'exposer à l'extérieur. Donc il y a peut-être des choses que je fais aujourd'hui en présentiel parce que je peux le faire et puis que j'aurais plus envie de faire. Et à l'inverse, s'il fait moins 40, moins 40, c'est pareil, on a un peu moins envie de sortir. Donc je pense qu'il faut être prudent quand on se projette dans le futur et en conservant fortement les repères actuels du monde réel. Et après, sur la techno, là aussi, il faut être prudent sur quand on utilise une expression type métavers, en fait, ça recouvre tellement de choses possibles, et puis de choses qui existent. Ce qu'a décrit Nicolas, donc un univers dans lequel je pourrais me promener, moi seul, humain, entouré de trucs artificiels avec lesquels j'interagis, mais ça existe déjà. Il y a plein de jeux vidéo qui fonctionnent sur ce principe-là. Les gens qui jouent à, je sais plus quoi, le truc où on a une espèce de ferme avec des petits animaux... ou les Sims pour les plus anciens, ça fait longtemps que ça existe. Donc on peut se créer... Je parlais de gens convaincants. De gens convaincants, c'est-à-dire ? Pour les IA. Oui, mais même dans un certain nombre de... Moi, je joue pas mal à des jeux vidéo divers et variés. Notamment dans les jeux où il y a un peu de combat au sens large, que ce soit du foot ou de la castagne, il y a quand même des IA maintenant qui ont des comportements assez sophistiqués, quoi. Et
Bon, donc ça existe déjà. Et donc, quand on dit le métavers, je pense qu'il faut, dans votre tête, il faut vous dire, c'est comme quand on dit l'Internet. Je suis sûr que si je vous demandais un par un, c'est quoi l'Internet, j'aurais plein de versions différentes. D'accord ? Ça va de le mail, Facebook, TikTok. Et en fait, les gens disent, je l'ai vu sur Internet, mais pour parler d'une diversité phénoménale de techno et d'usages. Et donc, quand on parle de métaverse, il faut imaginer pareil. Et si vous remontez un peu dans le temps, donc pour les plus anciens comme moi, ou comme les gens autour de la table, si en 1990, on vous avait dit « Est-ce que un jour, vous vivrez dans l'Internet ?» La plupart d'entre vous, vous n'aviez jamais entendu parler d'Internet dans les années 90, donc vous auriez dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc non. Si en 2000, on vous avait dit « Est-ce qu'un jour vous vivrez dans l'Internet ?» Vous auriez dit « Ah, Internet, c'est les sites web. Non, je ne vivrai pas là-dedans. Okay. » La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on vit tous dans Internet. Nous, tous, là, dans la pièce. Peut-être pas l'intégralité de la planète, d'accord ? Mais parce qu'aujourd'hui, c'est super dur de déclarer ses impôts autrement que sur Internet. C'est super dur de payer tout un tas de factures autrement que sur Internet, etc. Donc, voilà, exactement. De refaire sa carte d'identité ou quoi. Pour n'importe quoi, aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par Internet. Donc aujourd'hui, nous vivons, nous, dans Internet, alors qu'il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, on aurait dit, mais non, je ne vivrai pas dans Internet. Donc, ayons une vision assez large de ce que c'est que ces technos du futur, et soyons un peu modestes quand on dit, il ne se passera pas ça, ou c'est pas possible, parce qu'en fait, ça va dépendre de nous, d'accord, des choix qu'on va faire. Et de toute façon, quand on voit par exemple ce qui se passe en Iran et l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet pour faire passer des informations, pour faire passer des manifestations extrêmement violentes où les femmes brûlent leur voile sur la place publique, c'est ça aussi, les univers virtuels. C'est la possibilité de voir le reste du monde. C'est la possibilité aussi de contourner certains blocages. Internet, c'est un outil, et comme tous les outils, il y a du bon, il y a du mauvais, et l'utilisation qu'on en fait peut très bien aller dans le sens de la liberté. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un univers contraint, vous êtes en Iran, vous êtes en Chine communiste, vous pouvez vous considérer comme dans un univers contraint. La grande question, c'est puis-je contourner ces craintes en communiquant avec des gens qui pensent comme moi, sans que le système s'en mêle, sans que le gouvernement vienne frapper à ma porte pour m'arrêter. Donc ça, Internet, dans une certaine mesure, permet ça. Mais en même temps, Internet conduit à un certain nombre de contraintes. Moi, j'ai écrit un certain nombre de choses et j'ai fait des conférences sur le sujet, sur ce que j'appelle la matrice attentive, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses en ce moment dans lesquelles, grâce à Internet, vous êtes entouré d'une espèce de cocon numérique qui vous protège, mais qui vous protège, qui vous rend des temps de service, mais qui en même temps vous isole, fait de vous le centre d'un univers qui n'appartient qu'à vous, sauf que quand on est au centre d'un univers à soi, on est comme si on était sur une planète, on est éloigné des autres planètes. Et interagir avec les autres, c'est accepter de partager son univers et accepter de ne pas être la personne la plus importante au monde. Or, actuellement, l'Internet est fait pour vous donner l'impression que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et c'est vrai. Sauf qu'on est tous dans le même cas, et que donc il faut à un moment donné partager ça. Alors, juste 2 secondes. Non. Non. L'Internet, c'est quoi ? Donc non. Là, ce que vous venez de décrire, c'est la plateforme dont le nom commence par un F, ou la plateforme dont le nom commence par un T, ou des choses comme ça. Mais c'est pas l'Internet, ça. D'accord, l'ordinateur que vous avez dans votre poche, celui-là, il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour faire plein de trucs. Et il se trouve qu'un certain nombre de gens ont choisi de faire ça avec. Mais on peut choisir autre chose. D'où l'importance, pour essayer de ramener le sujet sur l'utopie, d'où l'importance d'essayer de réfléchir à mais qu'est-ce qu'on aimerait en faire de tout ce truc. C'est pas parce que des gens ont fait des trucs pourris et dégueulasses avec le numérique qu'il faut jeter le numérique. Parce qu'à ce moment-là, on aurait jeté l'imprimerie et les bouquins depuis bien longtemps, d'accord ? Il y a plein de gens qui ont écrit des bouquins dégueulasses. Donc la question, c'est, oui, il y a plein de trucs pas bien avec le numérique, mais qu'est-ce qu'on veut en faire ? Alors pour rebondir, il y a quand même pour revenir sur ces utopies personnelles, donc effectivement Facebook, pour le nommer, donc quand moi je vais sur Facebook ou quand vous allez sur Facebook, on ne voit pas la même chose parce que ça prend en compte l'historique, tout un tas de paramètres. Donc maintenant, si on se projette dans les univers virtuels où on bâtit une utopie, on pourrait avoir en fait des utopies qui soient un peu personnalisées pour chacun. Et donc la question, parce que la technologie le permettrait, c'est
est-ce qu'on peut imaginer une utopie, mais qui n'est pas la même pour tout le monde, ce qu'on ne pourrait pas faire dans la réalité. Demain, s'il pleut à Bordeaux et qu'on est tous à Bordeaux, ben, il pleut pour tout le monde. Dans un univers virtuel, peut-être que pour moi, il pleut, pour vous, il fait beau. En fait, on pourrait adapter la réalité pour chacun tout en continuant à interagir. Oui, on pourrait. Alors d'ailleurs, ce que vous venez de décrire, cher Nicolas, c'est une des raisons qui pousse un certain nombre de gens à vouloir développer les métavers, et notamment un composant des métavers qu'on appelle le Web 3. Alors pourquoi ? Parce que en fait, au départ, donc ceux qui ont suivi un peu le Web 1, c'était les premiers serveurs web, les premières pages web. Le Web 2, c'était le web social, celui où vous pouvez dire j'aime cette musique et puis je suis copain avec X, Y, Z. Et ce qui s'est passé avec une prise de conscience assez tardive de cette transition, c'est qu'on est passé un certain nombre de plateformes vous montrent ce que vos amis aiment bien à non, maintenant on va arrêter de vous montrer ce que vos amis aiment bien, on va vous montrer ce qu'on pense, nous, plateformes, que vous allez aimer. Et donc aujourd'hui, sur la plupart des sites que Nicolas a cités, vous voyez plus ce que font vos amis, vous voyez plus ce que vos amis aiment, vous voyez ce que la plateforme a décidé toute seule dans son coin sur la base de masse de données qu'elle a accumulée, de ce que vous probablement allez aimer. Et donc il y a tout un tas de gens qui disent non, nous on veut reprendre le contrôle de ça, j'ai envie moi de pouvoir décider ce que la plateforme numérique va me proposer, et j'aimerais bien que ça revienne plus à des cercles de gens que je connais, et j'aimerais bien pouvoir mieux comprendre pourquoi on me propose tel truc plutôt que tel autre. Et en fait, je pense que à la fois l'utopie personnelle telle que tu as décrit, elle est probablement possible, mais je suis pas sûr qu'elle soit souhaitée. C'est-à-dire que de la même manière qu'à l'époque où quand il y avait que 2 chaînes ou 3 chaînes de télé, tout le monde regardait les mêmes programmes, tout le monde regardait le même journal télé, et donc le matin à la machine à café, on avait des sujets de conversation. Puis maintenant qu'on a 40 000 chaînes de télé et des plateformes de streaming, etc., ça devient un peu compliqué de trouver 4 personnes qui ont vu ou lu le même truc. En plus, l'offre est phénoménale. Et donc ça aussi, c'est une motivation profonde en ce moment d'une autre catégorie de personnes pour les métavers, c'est on veut du social en fait. On veut pouvoir faire des activités ensemble dans un univers virtuel. Donc peut-être que l'utopie très perso, très spécialisée, très individuelle est possible, mais je suis pas sûr que ça soit ça l'état d'esprit du moment. Que les gens ont peut-être plus envie de se retrouver au sens recréer des communautés très locales, pas forcément au sens géographique, mais au sens je connais les gens et je comprends ce qu'on est en train de faire. Mais parfois aussi, ce qui est très amusant, il y a un petit jeu, c'est de tromper l'algorithme. Par exemple, moi sur Facebook est persuadé que je suis une femme de 80 ans, noire, obèse. C'est pas le cas. Et c'est très amusant, parce qu'à ce moment-là, toutes les propositions qu'on me fait ne me correspondent pas. Mais ça m'amuse. Et ça m'amuse de diriger l'algorithme vers des réponses qui ne me correspondent pas. Oui, mais tu peux tromper effectivement l'algorithme, sauf qu'à un moment donné, Facebook va analyser tout ce que tu postes, tout ça, et il va en déduire que l'image qu'elle a de toi n'est pas la bonne. Et je le vois, moi, par exemple, je fréquente pas mal une plateforme qui commence par A, que tout le monde connaît bien. Eh bien, la plateforme qui commence par A, dans laquelle j'achète pas mal de livres, pas mal de choses, dans laquelle je fais beaucoup de consultations aussi, je regarde, puisque je m'intéresse aux livres, eh bien, régulièrement, me propose d'excellents bouquins, ce sont les miens. Et elle me dit, vous devriez lire le bouquin de Duniac, il est vraiment très bon. Et je dis, je suis tout à fait d'accord, il est remarquable, mais il se trouve que je l'ai déjà lu. Mais vrai. Donc on est dans cette situation. Mais tous les auteurs que je connais vous diront la même chose. On leur a proposé leur livre. Parce que l'algorithme... Il faut savoir que ce travail d'algorithme, c'est un travail qui relève du travail des marieurs, vous savez, des agences conjugales. Parce que vous avez 2 choses. Vous avez un profil du livre, qui est une chose statique. Un livre, il a une 4e de couverture, il a des mots-clés. Quand vous êtes éditeur, vous mettez un livre sur Amazon, vous mettez tout un tas d'informations associées à ce livre. Des mots-clés, des styles, des genres, des trucs, ça s'adresse à telle personne, voilà le 4e de couverture, voilà le résumé, enfin bon, vous donnez des infos que l'algorithme est capable d'analyser pour faire un profil. Et puis après, vous avez des gens comme moi qui regardent telle chose, qui achètent telle chose, donc vous avez une espèce de profil dynamique qui s'enrichit. Et puis à un moment donné, vous avez l'algorithme Amazon qui dit, cette personne
visiblement s'intéresse à la plongée puisqu'elle a consulté plusieurs fois des ouvrages de plongée, etc. S'intéresse à Bali puisqu'elle a regardé comment on pouvait aller à Bali et des guides sur Bali, etc. Il se trouve que je viens d'avoir un polar qui se passe à Bali dont les héros sont de la plongée. Ça lui va très bien, donc je le lui propose. Et c'est un travail littéralement de marieur, c'est-à-dire j'associe un profil, une surface, ce qu'on appelle une surface numérique, à une autre surface numérique. Et ça, que vous le vouliez ou non, même si tu te représentes comme une jeune fille obèse, noire, etc., tout ce que tu veux, enfin, c'est ton choix. Mais ce profil numérique se construit dynamiquement, et malgré nous, on ne peut pas décider de son profil. C'est-à-dire, de plus en plus, le système l'extrait de ce que nous fournissons, et à partir de là, nous pilote. Il nous pilote avec énormément de bienveillance, parce que c'est ça qui est peut-être le plus dangereux. Il ne le fait pas pour nous emmerder. Amazon a intérêt à nous vendre des livres. Et pour nous vendre des livres, il faut qu'elle nous vende des livres qui nous intéressent. Donc Amazon a tout intérêt à me proposer des choses qui sont dans mon centre d'intérêt. Et elle le fait de mieux en mieux. Donc elle fait ça littéralement pour m'aider, pour que je ne perde pas de temps, pour que face aux millions de livres disponibles, je tombe sur les bons. Elle n'est pas capable d'intégrer le fait que j'ai envie d'être surpris. Mais combien on est dans ce cas-là? C'est epsilon. La plupart des gens veulent la même chose que ce qu'ils ont déjà. Et à ce moment-là, Amazon est très fort pour vous proposer ça. Ouais, mais bon, alors vous connaissez... Non, mais vous connaissez la phrase, on peut tromper 1000 fois une personne, on peut tromper une fois... Bon, mais donc, je dis ça parce que tromper un algorithme dans la durée ou une plateforme dans la durée, c'est peut-être facile. Tromper plein de plateformes en permanence, c'est peut-être plus compliqué. Après, moi, je pense que c'est important de pouvoir mentir en ligne, quelque part. Parce que ça fait partie aussi des comportements humains habituels de faire croire qu'on s'intéresse à quelqu'un avec qui on parle au téléphone pendant qu'on fait autre chose, par exemple. Et donc, il faut, je pense, c'est intéressant de réfléchir à ça, de comment on fait pour donner la possibilité, la liberté à des gens d'avoir des comportements dans les environnements virtuels qui ne soient pas tout à fait ceux qu'ils auraient dans la réalité. Mais après, si on se met à mentir en permanence aux systèmes avec lesquels on interagit, on risque quand même un jour d'avoir un problème, le jour où j'aurai vraiment besoin de commander un truc, parce que j'ai un réel besoin, et puis que mon profil est tellement faux sur plein de niveaux que j'arriverai pas à trouver le truc dont j'ai besoin. D'accord ? Donc ça, c'est un peu difficile. Et puis il faut aussi avoir en tête, mais bon, on dérive peut-être par rapport au sujet original, que chacun optimise selon ses propres critères. D'accord. Donc la plateforme qui vous vend des livres, son sujet, c'est pas vous vendre les livres que vous voulez, c'est vous vendre des livres. Et en particulier, quand la même plateforme vend plein de trucs et pas que des livres, elle a intérêt à vous vendre plein de trucs et pas spécialement des livres. Et donc c'est pour ça que vous voyez, les moteurs de recherche ou les catalogues de tout un tas de sites web, vous vous dites, ils sont super mal foutus. J'ai dit que je cherchais une paire de draps rouges d'1,80 m et on me donne des draps de 2 mètres jaunes. C'est quand même pas compliqué de faire la différence entre rouge et jaune. Oui, mais en fait, ils s'en foutent. Le sujet, c'est on va vous montrer un certain nombre de trucs et vous allez finir par trouver des choses intéressantes dans ce qu'on vous montre. De la même manière que quand vous allez au supermarché, vous revenez parfois avec ce que vous étiez allé chercher, puis souvent avec plein d'autres trucs. D'accord ? Et donc, c'est des plateformes commerciales. C'est pas forcément des libraires. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est pas forcément le cas. Excuse-moi, tu veux non. Je m'excuse, j'ai un peu travaillé dans le sujet, justement je travaillais en collaboration avec Amazon, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour Amazon, vendre 1000 exemplaires du même bouquin ou vendre un exemplaire de 1000 bouquins différents, ça gagne autant d'argent. Donc l'intérêt clair d'une société comme Amazon, c'est de te vendre un bouquin dont tu seras content. C'est le cas de n'importe quelle société commerciale. Hein. Une société commerciale qui te fournit le produit dont tu avais besoin et dans de bonnes conditions et dans lequel tu dis « Ah ouais, je suis content d'avoir acheté ça », c'est une société qui a fidélisé un client et qui se dit « Cette personne reviendra m'acheter quelque chose ». Donc elle a constitué une base de clients intéressante. Amazon fait ça. Et Amazon n'est pas du tout, concernée par le fait que tel bouquin se vende mieux que tel autre. Elle est intéressée à ce que son volume de vente augmente, son volume global. Mais la diversité du bouquin, pour elle, vendre le bouquin du Dupont ou le bouquin de Durand, c'est pareil. Et elle a surtout intéressé par le fait que ses clients soient contents. Elle augmente le taux de fidélisation de ses clients. Et la force d'Amazon, parce que c'est vraiment une force, c'est qu'elle a réussi à mettre en place des algorithmes qui génèrent une fidélisation.
Et ça, c'est pour ça que c'est devenu une structure tentaculaire et vraiment, je dirais, hégémonique. C'est qu'elle a fidélisé des gens, tout simplement parce qu'elle leur a donné le bon service au bon moment. Donc, il ne faut pas croire qu'ils cherchent à vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ils cherchent à satisfaire chacun. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est très commerçant, Amazon. Hein. Et vraiment, ils travaillent de cette façon-là. Moi, j'ai souvent interagi avec eux. En plus, j'ai des livres à moi sur Amazon, bien entendu, des livres qui sont fournis par mes éditeurs, mais aussi des livres que j'ai mis moi-même en numérique là-dessus. Et je vois la manière dont on interagit avec eux. Ils ont un travail, ils ont une équipe absolument remarquable. Hein. Je veux dire, j'ai très peur d'Amazon, mais la raison pour laquelle j'ai très peur d'Amazon, c'est qu'ils sont extrêmement bons. C'est des putains de bons vendeurs, croyez-moi. Donc, encore une fois, ne pars pas du principe qu'ils tapent tout azimut en disant ça va finir par marcher. C'est pas vrai. Alors qu'à côté de ça, tu as effectivement des sites web, quand tu leur demandes des rideaux rouges, qui te proposent des rideaux jaunes. Tu sais, c'est le sketch de Fernand Reynaud. Est-ce que vous avez une chemise couleur lilas? Tu vois, bon, ben, c'est pareil. Mais ça, c'est des algorithmes mal faits, parce que les algorithmes bien faits et les algorithmes propriétaires d'Amazon, je suis allé un petit peu chez eux, j'ai discuté avec des gens, c'est des trucs d'une finesse assez exemplaire. On peut maintenant, il y a des intelligences artificielles derrière, et puis il y a cette notion de profil numérique. Nous laissons des traces, c'est une chose très importante. Dès que nous fréquentons l'univers numérique, dès que nous sommes sur Facebook, sur machin, etc., nous laissons énormément de traces de nous-mêmes. Même si on passe notre temps à vendre, même si on passe notre temps à mentir, même si on passe notre temps à se censurer sur ce qu'on dit, nous laissons énormément de traces. Et ces traces-là, quand on sait les exploiter, et croyez-moi, on sait les exploiter, ça donne de vous un profil d'une précision hallucinante. On sait beaucoup plus de choses sur chacun d'entre nous que nous ne pouvons même l'imaginer. Donc ne croyez pas, on est encore une fois dans cette notion de matrice attentive. Ne croyez pas qu'on peut tromper les algorithmes. On peut localement faire comme si, et l'algorithme est prêt à jouer à ça, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Mais je vous garantis que derrière, notre trace numérique dans notre civilisation est absolument phénoménale, et ça a des tas d'avantages. Médicalement, par exemple, le fait d'avoir une trace numérique extrêmement importante, ça a des tas d'avantages. Nos enfants seront la première génération médicale dont les médecins auront accès à la totalité du dossier numérique de leurs parents. Or, étant donné que beaucoup de choses ont des dimensions, je dirais, génétiques, donc des dimensions souvent héritées de la famille, ça aidera à préciser certains aspects. C'est la première fois. Avant, vous aviez le médecin de famille qui avait traduit, qui avait soigné la grand-mère, la mère et la fille. Bon, il y avait cet aspect-là, cette dimension-là, mais ça n'existait plus maintenant. Tandis que maintenant, l'information numérique, elle est tracée, elle est gardée, elle est conservée. Et donc, beaucoup de choses de ce que vous êtes, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pensé, de ce que vous avez, des réactions que vous avez pu avoir, sont conservées et sont utilisées. En Belgique, c'est peut-être pire, entre guillemets, puisque nous avons des cartes d'identité à puce. Et que ces puces permettent d'accéder à des bases de données médicales, permettent d'accéder au dossier médical global et à toutes les ordonnances. C'est-à-dire que je vais chez ma pharmacienne, je lui donne ma carte d'identité, elle a les ordonnances. Là, il suffit d'une carte, la carte d'identité. On n'a pas besoin d'autre chose. Juste pour revenir un peu sur le sujet, donc ça me fait penser, alors on peut voir qu'on pourrait dire oui c'est super, mon médecin a accès, et de l'autre je dis les assurances vont se frotter les mains d'avoir un jour accès à toutes ces informations. Enfin, c'est juste une digression, mais la question c'est pour revenir sur l'utopie et la technologie, j'ai l'impression que dans la littérature, alors c'est peut-être une fausse impression, qu'on est plus intéressé par les dystopies liées à la technologie et que faire les utopies avec la technologie, c'est un peu plus difficile. Donc, alors peut-être que j'ai pas tout lu, bien évidemment, mais j'ai l'impression que c'est moins courant, que c'est plus difficile. Donc je voulais savoir ce que les auteurs et autrices en pensaient. Moi, je suis des deux côtés à la fois. J'ai traduit Bacigalupi qui écrit des dystopies terriblement réalistes puisqu'il part de tout ce qui concerne le changement climatique, les changements, le brevet, le fait qu'on brevette le vivant, tout le pire, pour créer un univers, pour montrer ce qui pourrait se passer si tout ce qu'on peut prévoir aujourd'hui arrivait.
la montée des eaux, la disparition des semences anciennes, de nouvelles maladies végétales, la fin des énergies fossiles, etc., etc. Et c'est extrêmement intéressant, comme l'est la trilogie climatique de Kim Stanley Robinson sur le même sujet. Et d'un autre côté, j'ai écrit Technoferry. Et Technoferry, c'est l'inverse. C'est, bon, il y a des faits. Il y a des faits technologiques. Et il y a des faits qui ont des technologies qui sont là pour réparer la planète. Pour faire en sorte qu'on sorte de ce cercle vicieux, jusque dans les étoiles. Donc les deux sont possibles, en faisant intervenir à ce moment-là, une matrice bienveillante, quelque chose qui intervient pour arrêter le cercle vicieux de ce qu'on nous prévoit depuis maintenant 40 ans. Disons que depuis ma naissance, je vois s'affronter effectivement des forces bienveillantes qui essayent d'utiliser la technologie, quelquefois en se trompant, mais pour aider les gens, et des forces que je considère pas nécessairement comme malveillantes, mais en tout cas comme ne se préoccupant pas des autres. Donc ce n'est pas nécessairement des gens qui ont envie de faire mal aux autres, mais c'est des gens qui se foutent éperdument que les gens aient mal ou non. Vous voyez, c'est une chose différente. Et vous avez de temps en temps, vous avez des situations où vous vous dites, mais il y a tel élément technologique qui est passionnant, et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous dit, oui, mais on peut l'utiliser pour ça. Et là, vous vous grattez la tête en disant, mais il va vraiment l'utiliser pour ça, et là, c'est une catastrophe. Est-ce que je remets en question l'idée même de ma technologie? Si je peux vous raconter une anecdote que j'ai vécue à Airbus, et que je vous garantis l'exactitude. C'était en 93, je crois, donc il y a déjà un certain temps. Nous projetions ce qu'on appelait un véhicule hypersonique. C'est-à-dire des avions qui auraient volé entre Mach 3,5 et Mach 4,5. Il faut savoir que quand vous volez en hypersonique, à ce moment-là, d'abord vous êtes au-dessus du mort du son, clairement, et vous cognez tellement dans l'air que l'air chauffe, et chauffe à une température de plus de 1000 degrés, hein, c'est 1500 degrés, 1600 degrés, et qu'il y a des phénomènes d'ionisation, c'est-à-dire que l'air fait une espèce de boule lumineuse autour du truc, enfin, vous avez besoin de matériaux très particuliers, etc. Et on était en contact avec des Russes, parce que parmi les matériaux dont on avait besoin, il y avait du titane, et les Russes possèdent 90% du titane mondial. Bon. Donc on discute avec ces gens-là, et à un moment donné, on parlait de ce qu'on appelle l'opérabilité des véhicules en question, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on allait survoler des territoires qui étaient des territoires... on ne peut pas se contenter de survoler la mer, il faut survoler la terre à certains moments donnés. Et quand on a un appareil qui vole au-dessus de la vitesse du son, donc qui fait cette espèce de mur du son permanent, et puis qui fait du bruit, qui en plus faisait cette boule lumineuse et tout ça, ça entraîne des problèmes. Et donc on n'a pas le droit de survoler des zones très habitées, on a le droit de survoler que des zones avec très peu d'habitation. Typiquement la Sibérie. Sibérie, vous avez une personne tous les 5 km², donc c'est considéré comme admissible. Mais moi, j'étais l'écrivain de science-fiction à ce moment-là, je participais techniquement à la réunion, et je dis, mais attendez, il y a quand même un petit problème, parce que vous allez survoler donc des gens qui sont des tribus samoyèdes, etc. Vous allez avoir cette espèce de véhicule qui sera une boule de feu, qui sera suivi de ce qu'on appelle des anneaux de Mach, c'est-à-dire un petit chapelet de bulles de feu plus petites. Il va y avoir un énorme bruit qui va couvrir tout le truc. Ça va quand même un peu perturber les gens. Non, même s'ils ne sont pas nombreux, s'ils ne sont pas longtemps, ça va quand même là. Et là, un des Russes, et je vous jure que c'est vrai, il m'a dit, mais pas de problème, on a déjà des sociologues et des gens qui sont spécialistes justement des trucs, qui sont en train de fabriquer les légendes qui expliquent qu'en fait c'est un char de Dieu qui passe et que c'est un signe positif pour aller ensuite dans ces tribus prêcher ce truc-là, ce qui fait que quand les avions passeront, ils considéreront que c'est une bonne chose, ils ne seront pas perturbés. Donc c'est des gens qui transforment, qui font l'inverse de Lévi-Strauss, c'est-à-dire ils ne vont pas recueillir les rentrants, ils les fabriquent pour les imposer au service de ce dont ils ont besoin. Et la technologie, ça peut être ça. Vous pouvez vous dire, c'est absolument génial qu'on ait toutes ces études, je sais pas, sociologiques, etc., sur la compréhension des mythes, etc. Mais vous avez quelqu'un qui dit, mais oui, c'est génial, on va s'en servir pour imposer les mythes dont on a besoin. Vous voyez ? Donc, vous prenez n'importe quelle technologie, et ça tourne mal. On peut la faire mal tourner.
Et d'ailleurs, nous, écrivains de science-fiction, c'est un jeu auquel on adore. On adore Bien sûr. prendre un truc absolument génial, et puis à partir de là, montrer que ça ne marche pas. Je vous recommande un bouquin de Robert Charles Wilson qui s'appelle Les Affinités, qui est vraiment sur ce sujet-là, qui est sur une espèce de super Facebook. Vous lisez le premier tiers du bouquin, vous dites, mais je le veux. Vous lisez le deuxième tiers du bouquin, vous dites et vous lisez le troisième tiers en disant mais jamais je m'approcherai de ce truc, jamais, c'est pas possible. Il y a le cercle de Dave Eggers aussi sur le même sujet. Ce que je voulais dire, c'est que historiquement, dans le monde de la science-fiction, il y a une vraie fracture entre avant Hiroshima et après Hiroshima. Avant la bombe nucléaire, on avait une science-fiction très utopique pour qui croyait profondément dans le progrès et dans la technologie. Après, on est passé pendant très longtemps à une science-fiction qui refusait la technologie, qui essayait de se raccrocher aux sciences sociales pour ne pas parler de technologie. Alors, depuis les années 90-2000, on est reparti vers les machines. Et je voulais citer un auteur dont on va commémorer les 10 ans de sa mort tout à l'heure à 14h. Roland C. Wagner a été un des premiers à vouloir écrire une utopie, à vouloir écrire vraiment un monde où ça marche, où les choses sont faciles, où les gens peuvent être heureux, et où, par exemple, l'agressivité a disparu, la violence a disparu. Et là, on a une véritable utopie, et une utopie qui utilise la technologie. Ça vous laisse froid, Juste pour dire que en fait, des utopies liées à la techno et en particulier à la techno numérique, il y a eu des débuts d'utopies qui ont été évoqués tout à l'heure. Quand on dit nos enfants ou leurs petits-enfants auront accès aux dossiers médicaux des parents, je ne suis pas sûr qu'on en soit tout à fait là, et on l'imagine, je pense, comme une avancée, comme quelque chose de positif. Quand on dit telle plateforme va pouvoir me conseiller les bouquins dont j'ai envie, c'est pareil, on est dans du positif. Après, ce qui est peut-être difficile, de manière générale, c'est peut-être plus difficile de dire ce qu'on aimerait avoir que de dire ce qu'on n'aimerait pas avoir. Et en particulier, quand on est face à des objets techniques qui peuvent souvent être utilisés pour faire à la fois des choses positives et des choses négatives, une fois qu'ils existent, c'est peut-être aussi plus intéressant de mettre en garde contre les mauvaises utilisations possibles de ce truc qui existe que de parler des choses positives qui sont peut-être un peu plus banales. Les imaginer. Mais des utopies avec technologie, on peut en voir aussi bien chez Ian Banks, par exemple, que chez Greg Egan. Donc on en trouve en science-fiction. Et j'ai l'impression qu'on en trouve plus facilement aujourd'hui qu'il y a quelques années. Olivier Paquet, par exemple, travaille beaucoup sur les IA et sur des utopies technologiques. Donc, on y va. On a beaucoup moins peur de la technologie aujourd'hui que ce n'était le cas il y a 20 ou 30 ans. Et du coup, la question en miroir, c'est est-ce que dans les centres de recherche, par exemple, il y a des technologies qui sont mises au point, qui ne sont pas encore sorties, et là on se dit, oulala, non, ça, il ne faut pas que ça sorte, on va le garder au fin fond du labo. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place pour dire, ouais, ça, peut-être qu'il vaut mieux le garder au fin fond de la cave? Alors, c'est compliqué comme question, et je pense que ça dépend énormément des disciplines et des sujets de recherche. Donc, alors dans le numérique en particulier, c'est très très compliqué, parce que c'est quoi en fait le numérique? C'est aujourd'hui, c'est la capacité de décrire n'importe quelle chose sous forme d'une succession de 0 et de 1, et la chose décrite pouvant être à la fois des objets et puis des processus qu'on applique sur les objets. Donc en gros, il n'y a pas grand-chose, voire rien, que vous ne pouvez pas décrire sous une forme numérique et ensuite faire des traitements, etc. dessus. Et donc ça est accompagné avec
ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'énorme croissance des moyens de calcul, des moyens de stockage, des moyens de transmission, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut utiliser des moyens numériques pour modéliser à peu près tout et n'importe quoi, simuler à peu près tout et n'importe quoi, des fois à des échelles très petites et insuffisantes, mais des fois à des très grandes échelles. Et donc, une fois que vous avez fait quelque chose dans le domaine du numérique, vous l'avez appliqué sur un certain type d'objet, mais tous les objets étant décrits de la même manière, sous forme de 0 et de 1, basiquement, ce que vous avez développé pour un usage particulier peut très facilement être réutilisé sur un autre usage. Donc on a plein d'exemples très positifs de ça. On a des équipes, nous, de mathématiciens qui utilisent des méthodes pour modéliser le givrage sur les ailes d'avion, par exemple, et puis les mêmes types de méthodes mathématiques servent à modéliser les tsunamis, d'accord ? On a quelqu'un qui a fait sa thèse chez nous sur de la modélisation de phénomènes turbulents, puis qui après crée une entreprise pour détecter des anévrismes dans des vaisseaux sanguins. D'accord. Donc c'est ça qui est beau avec le numérique, c'est que les mêmes méthodes s'appliquent à plein de trucs. Mais du coup, c'est pas évident de dire au moment où on conçoit la méthode, est-ce que c'est quelque chose qui pourra être utilisé pour faire quelque chose de terrible et de terriblement négatif ou pas. Et puis, bon, honnêtement, je pense que la plupart de nos chercheurs, et t'en fais partie, cherchent pas spécialement à faire le mal, cherchent plutôt à faire le bien, d'accord. Ceci étant, c'est sûr qu'une fois qu'on a développé le truc, potentiellement, il peut être utilisé pour faire d'autres choses. Et donc, on a un comité qui s'appelle Comité opérationnel des risques légaux et éthiques qui réfléchit à ce genre de questions. Peut-être on le fait pas assez, peut-être on pourrait faire plus. Mais donc, je dirais qu'on n'est quand même pas au degré zéro, mais que dans nos domaines, c'est quand même très compliqué à cause de tout le côté dual potentiel de ce qu'on fait. Dès que vous introduisez une technique qui est a priori une chose neutre, vous avez des gens qui peuvent utiliser ça pour des choses à laquelle personne n'aurait jamais pensé. Vous introduisez par exemple la possibilité de séquencer les gènes et de les découper en petites tranches pour remplacer un groupe de gènes par un autre, par exemple. Vous vous dites c'est génial, je l'ai fait pour soigner un certain nombre de maladies génétiques et réparer le matériau génétique. Et vous avez tout un tas de gens qui, pour des raisons complètement différentes, disent moi je veux faire autre chose avec ça. Fabriquer un être humain qui a exactement le potentiel que je veux. Me faire un bébé qui ressemble exactement à ce que je veux. Vous voyez, ce genre de choses. Ou qui ne sera pas homosexuel parce que je ne veux pas un homosexuel, donc je pense qu'il faut supprimer tel groupe de gènes par tel autre, pour peu que ce soit associé à un groupe de gènes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses. Mais vous vous posez des questions éthiques, mais c'est des questions que les gens ne se posent pas, ou qui se posent différemment. Vous avez la religion, les religions, parce que dans l'ensemble, qui disent, est-ce qu'au nom de la morale, je peux agir pour que l'outil dont je dispose aille dans le sens moral qui va bien. Je vous donne un exemple. Vous faites un univers partagé, un métavers, un Second Life en Iran. Est-ce que vous avez le droit de vous y promener si vous êtes une femme, si vous n'avez pas un voile? Est-ce que vous avez le droit? Est-ce qu'il n'y a pas un truc outil dans le métavers qui va dire vous n'êtes pas voilé, donc je ne vous laisse pas rentrer? Vous voyez, ce genre de choses, ça peut être des questions tout à fait bêtes. Vous avez des filtrages, parce que une chose qui est très importante qu'on a tendance à oublier, on a numérisé au début des années 80, c'est-à-dire tout un tas de choses sont passées avec un format numérique. Et ça, croyez-moi, ça a été une révolution, mais absolument fondamentale. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'associé à la version numérique de l'objet, vous avez ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire des données numériques qui complètent, enrichissent, classent l'objet. Quand vous avez un livre, vous avez le contenu du livre qui est numérique. Mais vous avez des mots-clés qui disent c'est de la science-fiction, c'est publié en 1878, ou ce genre de choses. Vous avez des métadonnées qui disent il a tel prix. Vous avez une métadonnée qui dit il a telle taille. Ça n'a pas de rapport avec le contenu du livre. Le fait que le bouquin vaille 20 € n'a pas de rapport avec son contenu. C'est une métadonnée. Sauf que vous avez tout un tas d'outils qui peuvent analyser les métadonnées et faire des recherches à partir de là et vous extraire des informations dont vous pouvez avoir besoin, sans avoir besoin de lire le livre. Vous voyez ce que je veux dire? Et de plus en plus, vous avez une espèce de vision superficielle des choses qui font que les gens fonctionnent avec les métadonnées. Et fonctionner avec les métadonnées, c'est à peu près comme de dire « Ah ouais, mais c'est une nana et en plus elle est noire, donc elle ne sait pas de quoi elle parle. » Vous n'allez pas rencontrer la personne qui, ça se trouve, a un diplôme d'ingénieur dans le domaine et qui est parfaitement compétente. Vous vous dites, elle correspond à une métadonnée, une espèce de cliché, et donc j'en tire la conclusion.
Et ça veut dire aussi que l'univers virtuel dans lequel on vit est quelquefois très superficiel par un certain nombre d'aspects, parce que ça coûte du temps et de lire vraiment le livre, alors que la métadonnée, elle est immédiate. Et le risque que nous avons, c'est de transformer beaucoup de choses en une espèce d'écume légère à la surface des choses, et de ne pas aller en profondeur. Moi, je sais très peu de choses. Dans ma vie, j'ai 65 ans, j'ai appris très peu de choses. Mais un certain nombre de choses que j'ai apprises en profondeur, elles sont très très limitées. Et si je n'ai pas ça, je me contente d'avoir une espèce d'opinion superficielle. J'ai l'opinion superficielle des gens qui regardent. J'ai une opinion superficielle sur l'Ukraine, je ne connais absolument pas le sujet, mais j'ai une opinion superficielle comme tout le monde en regardant le journal. Mais cette opinion, je sais qu'elle est superficielle. Il y a peut-être deux sujets sur lesquels j'ai une opinion peut-être plus approfondie, sur lesquels je suis capable de débattre. Mais les outils numériques n'ont pas ça. Les outils numériques sont en permanence, pour l'instant, à cette espèce d'état de surface. Et ça, c'est dangereux parce que ça peut donner un sentiment de fausse sécurité, ça peut donner l'impression que ça fonctionne, mais c'est une utopie. L'utopie, pour moi, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit en profondeur. Il faut qu'on soit profondément enraciné dedans. On ne peut pas se contenter d'une utopie superficielle. Or, ce que nous décrivons en ce moment, les choses dont on est capable d'avoir envie, sont des utopies superficielles. Alors, je suis désolé, on arrive à la fin de... C'est un beau mot de la fin, je trouve, en tout cas. Eh bien, d'abord, merci à nos trois intervenants. Et j'ai quelques annonces à faire. Donc, en fait, après cette table ronde, tout de suite, il y a un Pint of Science Fiction avec Jean-Claude Dugnac. Donc, le principe, c'est d'aller discuter avec lui en buvant un verre à la brasserie L'Hexagone. Et pour ça, il faut juste vous inscrire au niveau de l'accueil pour dire que vous voulez participer. Et on va y aller... là tout de suite. Et boire un verre est une de mes compétences. Je veux dire, je peux le dire, c'est vraiment un domaine dans lequel je me sens capable de m'exprimer, donc n'hésitez pas. Et donc vous retrouverez Jean-Claude et Sarah aussi toute la journée pour d'autres interventions et aussi au niveau des chapiteaux pour les dédicaces. Et merci. Merci à toi. Merci à toi.